fallait que je montre que j'étais capable, parce qu'on m'attendait avec des fusils coudés. Et même les confrères sont pas toujours si contents de voir arriver deux femmes qui commencent un petit peu à bouger les codes, à exister. Le monde de la joaillerie est un monde d'hommes et on nous a pas fait beaucoup de cadeaux. Ah bon, vous parlez business ? Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi non pas une, mais deux femmes brillantes, les premières patronnes d'ateliers parisiens. J'ai avec moi Brigitte Perry et Dominique de Blanchard. Bonjour Brigitte, bonjour Dominique. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Tout de suite, une petite question qui fâche, de quand à quand ? 1975-2012. Et pour moi, 1985-2015. Alors les bijoux, c'était une envie, une appétence, un désir. Brigitte, vous baignez dedans. Je baignais dedans absolument, parce que c'est une histoire familiale depuis très très longtemps. Mais j'y suis arrivée comme vraiment par hasard. Je vous raconterai peut-être tout à l'heure. Et je ne connaissais pas la différence entre un rubis et un saphir quand j'ai commencé à travailler avec mon cher papa. Alors moi, c'est tout à fait le hasard. Bon, quand j'étais jeune fille, c'est vrai que comme beaucoup de femmes, j'aimais bien les bijoux. Mais j'avais tout à fait une autre idée dans la tête et j'ai commencé à travailler tout à fait dans une autre branche. Et c'est par hasard que je suis venue à la joaillerie. Et donc en fait, toi Brigitte, avais commencé, comme il se doit à l'époque, des études de secrétariat, bien comme il fallait. Alors c'est vrai que j'étais pas très douée dans les études et que du coup j'ai fait une étude qui à l'époque était quand même pas mal, la femme secrétaire, ce qui m'a donné un petit peu toutes les arcs pour diriger une société. Et toi Dominique, c'était le droit. Tout à fait. Moi, j'ai fait du droit privé d'abord. Parce qu'à l'origine, je voulais être juge pour enfants quand j'avais 12 ans et que j'avais lu Chien perdu sans collier. Ensuite, j'ai viré et j'ai fait du droit commercial, du droit maritime et transport. Et j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance maritime internationale. Et ensuite, dans un cabinet de courtage de réassurance. Et à l'époque déjà, les femmes, c'était quelle place qu'on avait ? Secrétaire. Aujourd'hui, on est assistante de direction. Par exemple, quand le droit maritime m'a intéressée. Donc j'ai cherché quels pouvaient être les débouchés. Il n'y en avait pas énormément. Il y avait les compagnies de navigation. Pour une femme qui n'avait pas de piston, il fallait oublier, j'aurais été secrétaire, rien de plus. Et il y avait les compagnies d'assurance, où là, c'était beaucoup plus ouvert. Et c'est pour ça que j'ai postulé dans une compagnie d'assurance maritime et transport. Jusqu'où on pouvait aller en tant que femme ? Ah, on pouvait aller assez loin. Il y avait, lorsqu'après j'étais dans le cabinet de courtage de réassurance, il y avait 2 femmes qui étaient directeurs, numéro 3 ou 4. Ah oui, oui. Toi, Brigitte, c'était les ateliers Perry que toute la place Vendôme connaît, qui venait de ton grand-père, arrière-grand-père, qui est passé des gants, qui a développé les bijoux, qui a tout développé. Comment ça s'est passé le jour où
t'es rentré dedans? Je veux dire, un jour, t'as dit, tiens, je veux bosser avec toi? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, bon, j'étais la seconde et papa avait une admiration un peu sans borne pour ma sœur aînée qui était médecin et moi, secrétaire, c'était pas assez intéressant que ça, voilà. Et puis un jour, on était dans un dîner familial avec toute ma famille et puis papa dit, j'ai embauché une secrétaire. Et je ne sais pas pourquoi maman répond, pourquoi t'as pas pris ta fille? Et à l'époque, j'étais secrétaire au marketing chez L'Oréal. Et du jour au lendemain, j'ai démissionné comme ça, presque sur un coup de tête. Et je suis rentrée chez papa le 1er mai. Ça devait quand même pas être si facile que ça de travailler avec papa. Alors, c'était à la fois très facile au début parce qu'il était quand même très fier. Il m'appelait son petit président et tout. Donc, il m'a donné toutes les possibilités de faire ce que je voulais. Mais après, ça s'est compliqué beaucoup pour des raisons personnelles, parce que mon père était quand même quelqu'un de très malade. Donc, après, les égos, on donnait, Dominique d'ailleurs l'a vécu beaucoup avec moi. C'était pas facile, effectivement, parce que la jalousie entre un père qui n'aimait pas trop son métier quand même et qui l'avait fait par obligation, et moi qui ai tout de suite adoré ça, bah oui, il a fallu gérer ça, c'est vrai. Donc, situation un peu difficile, voilà. Donc, Et quand on a des nouvelles idées, on arrive à les faire passer? Alors, c'était pas une question de nouvelle idée, c'était une question de s'impliquer beaucoup plus directement pour aller voir les clients, sans trop prendre la place de papa quand même, mais en existant, quoi, là. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer deux, alors vieux messieurs, je dis vieux, mais enfin, ils avaient 70 ans. Aujourd'hui, je dirais qu'ils sont jeunes. Et c'est monsieur Albuquerque et monsieur Cérézol qui m'ont tout de suite dit, bah, Brigitte, on va faire des bébés ensemble. Et on a fait des petits colliers avec des petites chaînes cordes, un petit diamant qui pendouillait. Et là, j'ai vraiment commencé mes armes avec ces deux messieurs qui m'ont appris un petit peu les codes et ce qu'il fallait faire. Par exemple, monsieur Albuquerque disait « Brigitte, il faut pas de dette, hein. Il faut payer toutes ces dettes tout de suite. On paye les factures tout de suite. » Bon, des choses comme ça qui effectivement, m'ont vraiment beaucoup aidé. Et ces messieurs-là, c'était au sein de la société? Ah, mais pas du tout. Monsieur Cérézol, c'était la maison Cérézol qui est aujourd'hui, c'est la maison OMP qui a pris la place à l'angle de la rue Royale et de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et monsieur Albuquerque, alors il était très connu à l'époque, il avait un magasin à Monte-Carlo et un magasin rue Saint-Honoré. Et avec sa femme, il dirigeait ce magasin. C'était des gens un peu atypiques parce que le stock était d'un ringard pas possible. Et en fait, ils vendaient tous les nanars de la place de Paris, dont les nanars de la maison Péri. Et tout de suite, on a eu une espèce d'alchimie entre ce couple absolument charmant et moi, et ils m'ont vraiment beaucoup aidée. Donc ça m'a permis de commencer mon rôle de vendeuse, hein, quelque part, et de sortir. Et puis après ça, bien sûr, j'ai connu un peu ces grands de la place Vendôme, quoi, par la grâce de papa, voilà. Dominique, toi, c'est une histoire complètement différente, en fait. C'est venu aussi de ton père, mais indirectement, si je me souviens bien. Tout à fait, puisqu'en fait, mon père était conseiller fiscal et il avait parmi ses clients et amis Monsieur Christoffel. Monsieur Christoffel avait 80 ans, il avait cédé sa société 3 ans enfin, il l'avait pas cédé, mais il avait cédé des parties et son chef d'atelier était devenu PDG. Et au bout de 3 ans, il lui a dit, écoutez, moi, la fabrication, c'est vraiment mon truc, mais le commercial... et la gestion, c'est pas... donc, je préfère ne pas continuer et rester simplement chef d'atelier. Monsieur Christoffel, ayant 80 ans à l'époque, n'avait qu'une seule solution, c'était de vendre. Et il avait demandé à mon père de lui trouver des acheteurs. Mais il avait 80 ans, il avait perdu sa femme 1 an avant, il n'avait pas d'enfant, il était tout seul. Il savait que vendre, c'était signer son propre arrêt de mort. Donc, à chaque fois, il trouvait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'au jour où il a dit à papa, mais dis donc, Dominique, ça l'intéresserait pas de reprendre ? Parce que à elle, je vendrais peut-être pas la société de façon aussi intéressante qu'à un étranger, mais je sais bien elle ne me mettra jamais à la porte. Évidemment, il m'avait connu, j'avais 10 ou 11 ans. Alors papa lui a dit, attends Dominique, je lui en ai pas parlé. Dominique, elle est très bien là où elle est. Elle a, oh écoute Roger, tu devrais, tu sais, parle-lui en. Tout ce que je connaissais des bijoux, c'était les quelques stages que j'avais pu faire pour occuper les longues vacances estudiantines, soit chez Monsieur Christoffel, soit chez un autre ami de papa qui était un homme absolument extraordinaire, qui était Jean Rosenthal. Et voilà, c'est tout. Et puis, voilà, après en avoir parlé, partant du principe qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets, je suis donc devenue en juillet 1985 actionnaire majoritaire et PDG de l'atelier Christoffel.
Avec à l'époque un salaire qui était 50% celui que j'avais comme fondé de pouvoir dans le cabinet de comptage de réassurance. Mais la passion avait débuté. Voilà, mais j'étais devenue mon propre patron. Donc en fait, toutes les deux, la grande force, c'est la vente. Oui, la relation avec les clients, oui. Oui, c'est la relation avec les clients, mais avant tout, c'est savoir de quoi on parle. Oui. Alors, pour toi, Brigitte, c'était différent parce que tu étais née dedans. Pour moi, il fallait que je montre que j'étais capable, parce qu'on m'attendait avec des fusils coudés, hein. Aussi bien les confrères que les clients qui ne pouvaient pas avoir confiance dans cette C'est un métier personne où qui était absolument pas connue. On était, comme disent les Normands, j'étais un hors-zin. Et même les confrères sont pas toujours si contents de voir arriver deux femmes qui commencent un petit peu à bouger les codes, à exister. Et donc toutes les deux, on a eu quand même beaucoup de bâtons. Voilà, on n'a pas été très cool avec nous, disons. Voilà. Bon, alors c'est ce qui nous a rapprochés d'ailleurs toutes les deux. Bon, alors, on raconte un truc ? Ah bah oui, pourquoi pas. Alors on raconte qu'en fait c'était à la foire de Bâle. À l'époque il y avait un stand qui s'appelait la promotion joaillerie de Paris où il y avait 8 fabricants et 4 lapidaires. Et bien sûr, il y avait à l'époque des fabricants qui étaient beaucoup plus connus que nous parce qu'ils étaient pas connus, mais disons que Dominique avec l'histoire de Monsieur Christoffel, moi avec l'histoire de papa, les autres étaient disons, comment on veut dire, Dominique? Nous on était des petits. Voilà, on était des petits, ils étaient plus gros, ils étaient dans l'air du temps, voilà. Et nous on était soi-disant les deux vieilles ringardes. Donc c'est vrai qu'à la foire de Bâle, moi j'arrivais, toi 10 ans après t'arrivais, et on nous a vraiment donné les clients les plus foireux, des informations fausses, des ricanements à droite à gauche, etc., etc. C'est vrai que nos bureaux étaient côte à côte, donc en fait, à l'époque on n'était pas très amis, mais on était quand même en communion toutes les deux à se raconter des choses. Et ça a été 10 ans d'expérience, je ne sais pas combien ça a duré, la part de Bâle, mais une bonne dizaine d'années, où c'était très instructif, ça a été une formidable expérience, mais très difficile à vivre parce que le monde de la joaillerie est un monde d'hommes. On ne nous a pas fait beaucoup de cadeaux. Et la chose qui est le plus incroyable au jour d'aujourd'hui, Dominique, c'est qu'ils ont tous fait faillite ou ils se sont fait racheter. Et les deux seuls qui avaient l'histoire, puisque Perry date de 1875, Dominique c'est 1830, avec des archives extraordinaires, avec des histoires extraordinaires, on nous a traités de ringardes pendant 10 ans, et au jour d'aujourd'hui, je crois que toutes les deux, on peut être vraiment très fiers de notre parcours, de notre amitié, et je pense que c'est vrai que d'être aujourd'hui là, toutes les deux, pour raconter ça, et que les générations futures connaissent, parce que j'ai découvert qu'un peu aujourd'hui, on est quand même un tout petit peu oublié par la jeune génération qui arrive et qui quelquefois ne connaissent même pas le nom des ateliers Perry ou des ateliers Christoffel. Donc je trouve que c'est notre rôle aujourd'hui à toutes les deux de dire ce qui s'est passé entre les années 1830 et les années 2000, puisque le monde a énormément changé. Les relations avec les clients, avec les donneurs d'ordre sont pas du tout la même que ce qu'on a connu. Donc si on reprend justement sur cette histoire de l'atelier Perry, de l'atelier Christoffel. L'atelier Perry, ça commence, comme tu dis... Ça commence en 1875 par mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui était gantier, multicarte gantier à Paris. Et donc, évidemment, au début des années 1900, les femmes commencent à fumer, à conduire, à danser, à raccourcir leurs jupes et à ne plus porter de gants, surtout. Mon arrière-grand-père, Lucien Perry, a eu cette idée géniale de dire « je vais commencer à faire des bijoux ». Donc à l'époque, c'était des toutes petites chaînes en or, très sophistiquées, très jolies, avec beaucoup d'histoire, aucune exclusivité pour personne. Mais il a tout de suite été au début de la création de la place Vendôme, de Boucheron, Mauboussin et Van Cleef & Arpels, bien sûr. Et l'histoire a commencé comme ça. Après, mon grand-père, Albert Perry, est arrivé. Là, il a été aussi assez connu dans le métier. Et l'histoire, en fait, c'est une très jolie histoire, puisque c'est surtout une histoire un peu unique au monde, entre une amitié et une fidélité incroyable entre un détaillant et un fabricant, entre Van Cleef & Arpels et la famille Perry, puisque pendant la guerre, on a caché le stock d'or de la maison Perry, bien sûr, mais aussi de nos clients, dont Van Cleef & Arpels, dans le jardin de ma grand-mère à Gagny. Mon grand-père est parti, il a été prisonnier pendant 6 ans. Et en revenant, bien sûr, on a rendu à nos clients ce qui leur appartenait.
Et les 3 frères Arpels ont tout de suite dit à mon grand-père, à Albert Perry et à papa, et bien sûr qui avait 18 ans à l'époque, on sera toujours fidèle à la maison Perry, vous passerez avant tout le monde. Ça a été à la fois extraordinaire et à la fois, pour moi, pas si facile à vivre, parce que chaque fois que j'allais voir, et alors, on m'a beaucoup reproché d'être monoclient. Alors, on n'était pas tellement monoclient, mais enfin, c'est vrai, quand on a un client qui fait 70% du chiffre d'affaires, c'est quand même monoclient. Et chaque fois que j'allais voir un nouveau client, on me disait, bah alors, la maison Van Cleef vous laisse tomber, vous n'êtes plus un bon atelier, pourquoi est-ce que vous cherchez à avoir d'autres clients? Alors, j'ai quand même très bien réussi, hein, j'ai laissé ma parole à Dominique, mais j'ai très bien réussi ça. Et donc, c'est une très, très, très jolie histoire entre la famille Perry et la famille Arpels. Alors justement, toi, Dominique, c'est même punition, c'est difficile en tant que femme de se faire connaître, de se faire reconnaître en tant que chef d'atelier? Alors, d'abord, j'ai jamais été chef d'atelier. Moi, l'atelier, j'y connaissais rien. Moi, j'avais ce handicap de plus par rapport à Brigitte, c'est que je n'étais pas du sérail. Je n'avais absolument aucune légitimité. Donc cette légitimité, déjà, il a fallu l'acquérir. L'acquérir, c'est-à-dire se former à ce qui était la joaillerie. Donc je me suis inscrite à l'Institut de Gémologie, j'étais tout le temps à l'atelier, je demandais au chef d'atelier de me montrer, voilà, il fallait que j'apprenne le métier. Le commercial, ça me faisait pas peur, j'avais vendu de l'assurance et de la réassurance pendant des années à des industriels, donc le milieu industriel d'hommes, je l'avais déjà affronté, parce que quand j'allais faire des conférences en province, dans des petites industries pour leur vendre de l'assurance maritime et transport, du haut de mes 25 ans, où j'arrivais avec l'agent d'assurance et on pensait que j'étais la secrétaire qui était là pour prendre des notes, et en fait c'était moi qui parlais business, je savais la réaction des hommes dans le milieu industriel, je l'avais vécu. C'est là qu'on te disait « j'attends votre patron » Non, c'est là qu'on me disait « ah bon, vous parlez business ?» Et alors, là, j'avais 25 ans à l'époque, là j'avais droit souvent à une petite question vacharde dont je suis persuadée qu'un jeune homme, même de mon âge, n'aurait pas eu cette question. Par contre, je dois admettre qu'à partir du moment où j'avais bien répondu à la question, il n'y avait plus de problème. J'étais prise au sérieux. Mais il fallait d'abord que je prouve. Qu'on te teste. C'était quoi la question vacharde? C'était par exemple, quels sont les principaux incoterms? Ah ouais, alors donc c'était un QCM en fait, tu passais ton examen à chaque fois. Enfin, vos assurances, vous les présentez à tous ceux qui ont tout type d'incoterms, mais tous les principaux. Donc, tu vois, c'était... Ça blinde. Ça blinde. Ouais. Donc, j'étais blindée de ce point de vue-là pour les réactions des clients. L'autre avantage et aussi inconvénient qu'on avait, Christophe Hall, par rapport à Brigitte, c'est que on avait un nombre beaucoup plus important de clients. Il faut savoir qu'à l'origine, l'atelier Christophe Hall était un atelier de bijoux pour hommes et de bijoux sacerdotaux. Donc pour les ecclésiastes, les églises, etc. Avec, il y avait encore d'ailleurs dans les archives des dessins de croix d'évêques, de bagues d'évêques. Et puis ensuite, il était devenu un atelier de création et fabrication travaillant pour les marques. Monsieur Christophe Hall avait énormément travaillé pour l'horlogerie suisse. Il avait énormément fait de bracelets montres en or pour des marques comme Vacheron Constantin, Gégère Lecoultre. Et c'était vraiment à la fois un atelier bijoux et accessoires. Et puis ensuite, il avait développé un peu plus la création et la fabrication pour les marques. Alors je dis la création et la fabrication parce que même lorsqu'en 85 j'ai repris, il faut savoir que beaucoup de marques françaises encore faisaient travailler en création leurs ateliers sous-traitants. Tous les ateliers sous-traitants de joaillerie et de haute joaillerie parisiens avaient un ou deux dessinateurs en interne. Voire 3 ou 4. Voire 3 ou 4 pour les plus importants, qui allaient proposer des dessins à la maison Cartier, à la maison Boucheron, à la maison Chaumet, à la maison Van Cleef, à la maison... Alors bien sûr, chacun des dessins était créé dans l'esprit de la marque à qui on allait les montrer. Mais ça, par exemple, c'est une chose qui a totalement disparu avec les marques françaises.
Oui, maintenant, ils ont leur créa en interne, l'atelier de joaillerie ou de haute jo, au moins, est en interne. Ils ont un atelier en interne assez important selon certaines marques, mais pas tous. Mais évidemment, ils ont tellement grossi que maintenant, ils font travailler... À l'époque, je crois qu'ils avaient 2 ou 3 ateliers de haute joaillerie qui travaillaient pour eux. Aujourd'hui, c'est pas 2 ou 3, c'est 15 ou 20, hein, selon chacun sa spécificité, etc. Donc ça aussi, ça a complètement changé. Et donc, à l'époque, tout reposait sur vous, en fait. Sur nous et aussi sur leurs équipes en interne. Hein. Mais la plus grande différence que l'on peut voir, c'est que la création était partagée. Maintenant, des ateliers indépendants qui sont création et sous-traitants des marques, il n'y en a plus beaucoup. Ceux qui existent encore travaillent en partie pour l'export parce que ce sont les marques étrangères qui demandent de la création française. Oui, ça, c'est un grand changement. Donc, c'est pour ça que, si je me souviens bien, la condition pour reprendre l'atelier, c'était que le chef d'atelier reste. Ah, mais moi, c'était absolument... D'abord, Gilbert Robert était un homme extraordinaire avec qui avait des connaissances, qui avait un goût qui était absolument extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Et moi, c'était la seule condition que je mettais. Parce que, il faut être clair, pendant 2 ou 3 ans, l'or, les pierres auraient pu entrer, sortir sans que je sois capable de voir quoi que ce soit. Même si M. Christoffel, il avait 80 ans, il pouvait d'un jour à l'autre malheureusement disparaître. Et si je me retrouvais toute seule avec un chef d'atelier que je ne connaissais pas bien, enfin tout était possible, quoi. Et c'est vrai que dans ce métier, la confiance est une chose primordiale dont on ne peut pas se passer. Et en l'occurrence, pour elle, Dominique, c'était quelque chose de fondamental. Surtout qu'il ne faut pas oublier que pour aller voir les clients, parce qu'on avait à l'époque en face de nous des gens qui étaient des gens du métier, pour certains clients, on avait un commercial, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, on avait un commercial, mais pour certains rendez-vous, c'était le chef d'atelier qui y allait. Pourquoi ? Parce que lorsque le rendez-vous avait lieu avec le client, en face de nous, on avait quelqu'un qui connaissait bien la joaillerie et on discutait technique. Moi, pendant un certain nombre de temps, je n'ai pas été capable de discuter technique. Mais moi non plus, Dominique. Hein, parce que moi, pareil, j'arrivais à 25 ans, j'avais jamais été à la cheville, je ne savais pas ce que c'était qu'un boc-fil. J'étais absolument incapable de discuter technique. Hein. Il y avait aussi un super chef d'atelier chez toi ? Oui, bien sûr. Complètement différente. À l'époque, notre société était complètement différente, puisque nous, on n'a jamais travaillé dans le monde de l'horlogerie. On n'a jamais travaillé aussi faire les objets. On n'a jamais fait d'objets aussi incroyables au point de vue fabrication que Christoffel. On avait 2 métiers presque différents. C'était 2 choses différentes. Donc, en fait, nous, on arrivait là, il fallait absolument qu'on ait quelqu'un qui soit capable de discuter technique. Donc, en fait, votre premier défi, c'était en fait que votre chef d'atelier vous ait à la bonne. Oui, je crois que toutes les 2, on a eu de la chance quand même, parce que moi, on m'a vu arriver avec beaucoup d'enthousiasme et on m'a tout de suite accueilli et tout de suite, ils ont été contents que je sois là. Donc, ils m'ont transmis leur savoir-faire. Et toi aussi, je pense. Donc. Oui, à l'atelier aussi. À l'atelier, j'ai été très bien accueillie. Il faut dire quand même à l'époque que lorsque j'ai repris, M. Christoffel avait 80 ans. La dessinatrice en avait 68. Le comptable en avait 70. Et le commercial en avait 72. Alors le commercial, je voudrais dire un petit mot du commercial. Oui. C'est le commencement de notre amitié. Voilà. Fondamental. Monsieur Béguin. Monsieur Béguin avait été embauché par Monsieur Christoffel dans les années 60, parce qu'en fait, Christoffel s'appelait Christoffel frère, c'était 2 frères, Dominique et Élien Christoffel, et lorsqu'Élien est décédé, Dominique Christoffel, qui est resté, a voulu avoir quelqu'un pour l'aider. Et il avait rencontré Monsieur Béguin. Monsieur Béguin avait travaillé, quand il a été embauché par Christoffel, il venait de la maison Perry. Et il avait travaillé pendant des années chez Perry. Et quand il est entré chez Christoffel, il a dit à M. Christoffel, je mets une condition à venir chez vous. C'est que jamais je n'irai pour Christoffel visiter la maison Van Cleef & Arpels. Parce que pendant des années, je suis allée 2 à 3 fois par jour chez VCA pour la maison Perry. J'estime qu'il ne serait pas correct que je vienne maintenant chez VCA
pour un autre atelier. Très belle, très belle personne. Oui, très belle Ça personne. n'existe plus, ça. Hein. Oh si, soyons optimistes, Aussi. allez. Quand même, dans notre métier, la confiance. Mais là, c'était plus que de la confiance. C'était un respect pour le travail qu'il avait fait pendant des années, un respect pour ma famille. Et c'est absolument extraordinaire. Alors, c'est vrai que c'est rare. En fait, moi, je ne voyais pas ça d'un côté négatif. Mais bon, quand on embauche un commercial aujourd'hui, c'est pour le portefeuille qu'il a. Alors, si le gars dit « je veux pas m'en servir », Mais les époques changent. Et puis, à l'époque, c'était pas vraiment la même chose. C'est vrai que la Maison Perry a eu une telle histoire avec la Maison Van Cleef & Arpels que cette histoire, personne ne pouvait la court-circuiter, l'oublier. Et que M. Béguin, il a joué le jeu d'une façon absolument extraordinaire. C'est vrai. Et si on revient dans l'atelier, est-ce que c'est facile pour une femme, à plus forte raison une jeune femme qui débarque, hein, et même si on a la confiance, hein, de dire ce qu'on veut faire et de les bousculer? Parce qu'au bout d'un moment, même si je comprends bien l'idée de se mettre dans la poche son chef d'atelier, on se met le chef d'atelier à côté pour ne pas faire d'erreur et dire au client « si, ça c'est réalisable ». Mais il y a un moment donné, vous avez basculé dans l'autre sens. C'est-à-dire où vous les avez poussés, vous les avez dit « si, on va prendre cette commande ». Comment on fait là, quand on est une femme, pour faire bouger l'atelier ? Alors, on dit pas ça, on dit est-ce qu'on va prendre une commande? Non, ça on leur demande pas la permission de prendre une commande. On a une commande, on arrive dans l'atelier et on la fait. Alors moi, je sais pas, ça a été complètement inné. En fait, j'ai tout de suite, je pense que j'étais quelqu'un de très très strict, très autoritaire peut-être. Et il fallait que les choses soient faites rapidement, efficacement et avec une certaine autorité. Mais j'ai eu ce don, je pense, parce qu'aujourd'hui, mes ouvriers, que j'appelle encore comme ça, ils le savent et ils en rient d'ailleurs, m'ont dit « Mais vous avez une chose incroyable, c'est que vous êtes capable de nous engueuler, de nous passer un savon absolument un peu dur à avaler et 10 minutes après, de redescendre à l'atelier et de nous demander comment allait notre femme, notre enfant, de nous prêter de l'argent parce qu'on en avait besoin, etc. » Et cette dualité les a énormément marqués. Alors c'est vrai que ceux qui voulaient pas jouer le jeu et qui disaient « Bon, Madame Perry, elle est autoritaire, elle est insupportable, etc. » Bon, c'est pas grave, ils partaient, et puis voilà. Mais ceux qui ont joué avec moi, puisque finalement, quand on travaille, on joue, hein, c'est une partition de musique qu'on joue ensemble, savaient très, 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 très bien comment me prendre peut-être et comment oublier ce côté-là ou me pardonner ou faire la partition avec moi. Et c'est vrai que j'ai eu une façon de diriger l'atelier peut-être complètement différente de Dominique, et ça je l'ai su un jour parce que on avait embauché une dessinatrice commune. Elle venait le matin travailler chez Perry et l'après-midi elle était chez Christoffel. Et elle m'avait dit, mais c'est incroyable, quand je suis chez l'un et chez l'autre, l'une et l'autre, vous avez une façon complètement différente de parler aux gens, de diriger votre atelier. Voilà. Donc ce que je pense, c'est que l'alchimie, Dominique l'a très bien fait fonctionner à sa manière, et moi aussi, il faut croire. C'est amusant ce que tu dis sur la façon différente de diriger l'atelier, parce que quelque part, on a quand même un peu le même type de caractère. On a des caractères assez forts. Moi aussi, il m'est arrivé de pousser des coups de gueule. Donc, dans ce que tu disais il y a 3 minutes, je me reconnaissais. Mais c'était peut-être la façon de l'exprimer qui était différente. Bien sûr. Par exemple, je me souviens d'une fois, il y a 2 joailliers top niveau qui étaient en train un peu de monter le ton parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un truc. Et j'arrive à l'atelier et je trouvais que ça... Alors, je commence à leur parler. Et puis, je dis, mais évidemment, vous n'êtes pas d'accord, mais enfin, c'est normal parce que, vous savez, à votre niveau, vous êtes des artistes, tous les OJ4 ont un goût artistique, enfin, bon. Alors, je sens que... Leur ego remontait. Et puis, j'ajoute, mais c'est aussi normal que vous réagissiez l'un et l'autre comme ça, parce que, personnellement, je ne connais aucun artiste qui ne soit pas un caractériel. Oh, Madame de Blanchard, ça vous fait dites rire. qu'on est des caractériels. Alors après, c'était resté. Oh bah oui, de toute façon, Madame de Blanchard, elle dit que ces joailliers sont des caractériels. Mais c'était bien passé. Puis en plus, je pense que Dominique, elle le disait de la même façon que moi. Je pense qu'on a un sens des gens, on a un sens de l'amitié pour nos ouvriers. C'est pas une question de patronne ouvrier, c'est une question d'alchimie dans la bienveillance en fait. Alors oui, on est les patronnes, ils sont les ouvriers, mais comme ils se sentent à notre égalité parce qu'ils sont plus forts que nous dans un certain domaine,
Ça passait, en fait. On était des femmes. Et on est arrivé à une époque où il y a eu, de façon générale, un changement de mentalité dans les TPE, PME. On a commencé à voir, parce qu'il faut bien quand même reconnaître que, disons, avant les années 70, il y avait quand même un patriarcat Terrible. dans le monde, où que ce soit, hein, dans le monde de la petite industrie, assez marqué. Je vais vous raconter une anecdote. Première foire de Bâle à laquelle je vais. Monsieur Christoffel était toujours là. Donc, il n'y avait pas de téléphone portable, mais sur le stand, on avait un téléphone. Le premier jour, on vend 3 pièces. Qu'est-ce que je fais le soir? J'appelle l'atelier. Le chef d'atelier n'était pas là. J'appelle l'atelier et je dis au chef d'atelier, mais voilà, on a vendu telle pièce et telle pièce. C'est le partage, en Bon. fait. Le lendemain, pareil, on vend 2 pièces. Le soir, je rappelle. Et le soir au dîner, Monsieur Christoffel me dit, tu sais, tu ne devrais pas dire aux gens de l'atelier, on a vendu 5 pièces en 2 jours. Alors je dis, mais Monsieur Christoffel, pourquoi au contraire, ils vont être contents. Ils ont travaillé pendant des heures et des heures sur ces pièces. Oui, mais tu comprends, si tu leur dis que les pièces sont vendues, après ils vont te demander de l'augmentation. Oui, et nous, on fonctionnait pas comme ça, en fait. On fonctionnait sur l'affectif. Personne ne m'a jamais demandé de l'augmentation, mais ils étaient au contraire, ils étaient très contents de savoir Non, puis ils sentaient qu'on un reconnaissait respect. leur travail. C'était un respect que toutes les deux, on leur donnait. On les faisait partager à l'histoire. Et en fait, et ils étaient très reconnaissants de ça. Et ça, c'était aussi parce que vous étiez des femmes, finalement. Oui, je pense. Probablement, oui. Oui, parce qu'en tant que femme, vous ne pouviez pas arriver dans l'atelier et puis faire à la croûte chef en disant c'est moi qui décide. Et puis Non, zut. parce qu'on n'aurait pas été crédible du Non, on tout. n'aurait pas été crédible. Mais je vais même plus loin. Il est arrivé parfois qu'il y ait des conflits à l'atelier. Tout à l'heure, c'était un conflit, pas vraiment un conflit, mais un conflit. Un homme de mon âge, même 35 ans, jeune patron, arrivait, s'asseyait en biais sur l'établi, puis disait « Bon, les mecs, vous n'avez pas fini de déconner ?» Brigitte et moi, 35 ans, femmes, on ne pouvait pas se permettre de dire ça. parler comme ça. On ne pouvait pas dire ça. Mais on apportait notre côté féminin, justement, notre côté maternel, quelque part. Voilà, le truc, c'était ça. Moi, j'en ai beaucoup... Enfin, joué, pas consciemment, mais inconsciemment, c'était dans ma nature. Et en fait, moi, j'ai réussi à faire travailler dans l'atelier un Marocain avec un Tunisien. Et au début, ils ne se parlaient pas, ils se détestaient. Et maintenant, ils sont frères de sang, peut-être. Et bon, c'est des choses comme ça que je pense, avec notre tact, notre patience, qu'on a réussi à faire. Tout en étant quand même, et tout en gardant la réputation, effectivement, parce que je sais que moi j'ai eu aussi cette réputation d'être quelqu'un de sévère, Mais moi, de pas facile. On m'a remercié un jour de ça. Oui. On m'a dit, quand on attend vos pas dans l'atelier, tout le monde rentre, voilà, dès qu'on vous entend arriver. Et un jour, il y a même un ouvrier qui m'a dit, mais madame, surtout continuez à nous engueuler comme ça, parce que ça nous fait beaucoup de bien. J'avoue que j'étais un peu surprise. J'ai dit, ah bon? C'est un peu maîtresse d'école quand même. Il dit, oui, mais c'est comme les enfants, ça nous fait beaucoup de bien, surtout ne perdez pas cette habitude. Bon, c'était sympathique d'entendre ça. Et alors, par rapport aux clients, parce que là, c'est comment vous gériez l'interne. Par rapport aux clients, comment vous faisiez? Parce que je sais que tu m'avais raconté, par exemple, quand chez Christoffel, on ne relançait pas les clients. Donc, en tant que jeune femme moderne, comment vous avez fait passer vos innovations? C'est vrai que chez Christoffel, on ne relançait pas les clients. L'anecdote à laquelle tu fais allusion est la suivante. Première foire de Bâle où je suis allée en tant qu'observateur. C'était pour savoir ce que le chef d'atelier avait vraiment, parce qu'il était là. J'étais la seule à parler anglais. Donc, je fais une vente d'une pendule à quelqu'un qui n'était pas client de la maison Christoffel, une maison anglaise qui n'était pas cliente de la maison Christoffel. Donc, Bâle, mois d'avril, moi j'arrive au mois de juillet. Et je dis, il y avait une petite modification à faire sur cette pendule. Je dis, est-ce que la pendule a été livrée? Oui. Est-ce que le client a été content? Oui. Est-ce qu'on est allé le revoir? Monsieur Christoffel et Monsieur Béga me répondent en chœur, non, s'il a besoin de nous, il sait où on est. Il y avait un autre client important suisse qui avait passé une commande à qui la commande devait être envoyée.
je me rends compte que cette commande, Paris-Genève, c'est quand même pas très loin, que cette commande importante allait être expédiée par la Brinks. Je dis à M. Christoffel, la commande, on ne va pas l'expédier, je vais aller la livrer. Et puis, plutôt que de faire bêtement Paris, Genève, Paris, je vais faire Paris, Genève, Londres. Londres, qu'est-ce que tu vas aller faire à Londres? Je vais aller voir déjà un client qu'on avait déjà, et puis je vais aller voir le nouveau client. Lui dire qu'on est là, lui montrer des dessins. Et puis à Genève, c'est pareil, je vais emporter des dessins. Ah, parce que tu crois que parce que tu vas emporter des dessins, on va te passer des commandes. Et je crois que toute ma vie encore, je les reverrai tous les deux lorsque je suis revenue. Alors, t'as eu des commandes? Même pas enlever son manteau, voilà. Non, j'ai pas eu. Ah, ben on t'avait bien dit. D'accord, j'ai pas de commande. Mais pour le client suisse, on doit étudier ceci ou cela. Pour le client anglais, on doit étudier ceci et cela. Et le client anglais est devenu, dans les années suivantes, l'un de nos plus importants clients. Il y avait un peu, je dirais, probablement dans cette discrétion, ça devait être encore, je ne sais pas ce que tu en penses, Brigitte, mais ça devait être encore dans cet esprit de discrétion. On fait pas de vagues, on est, les gens savent où on effectivement, est, ils ont besoin de nous, voilà. ils sauront nous téléphoner. Et puis c'est plus comme aujourd'hui, les clients étaient extrêmement fidèles, donc ils avaient un fournisseur, ils changeaient pas de fournisseur, donc ils avaient besoin de quelque chose, ils appelaient systématiquement leur fournisseur. C'était une autre époque, mais l'époque, elle a vite évolué, elle a vite changé. Toi aussi, tu as été démarché, à part le fait qu'on te disait comment ça, vous n'êtes plus client avec VCA, et tu as démarché aussi? Oui, moi j'ai tout de suite voulu aller voir les clients, j'ai tout de suite dit à papa, moi je veux voir les clients, je veux sortir, etc. J'ai frappé aux portes. Alors moi j'avais un nom très connu, donc c'était plus facile puisque papa m'avait présenté un petit peu à tout le monde, bien sûr. Mais je voulais lui laisser sa place, donc lui il gardait la place Vendôme, surtout Van Cleef, Herpels, Boucheron et Mauboussin à l'époque. Et moi j'ai commencé à attaquer avec les petits clients. Et puis après j'ai pris le relais très vite des clients. C'est vrai que ça a tout de suite bien accroché et je pense que le plus important avec un client, c'est la confiance. Et dans ce métier, la confiance se gagne très, très lentement. Quand j'ai fait la connaissance du Ritz de Londres, avec lequel j'ai fait des choses absolument extraordinaires, j'ai eu une commande, mais la première commande s'est bien passée. Après, il a fallu que j'attende 1 an pour avoir la deuxième. Mais petit à petit, comme ça, il y a une confiance, il y a une relation, une attitude personnelle qui est extrêmement importante. Mais je pense que ça mène le monde dans tous les domaines. C'est ce qui est très important, c'est de se dire, voilà, on a confiance, on sait ce que c'est. Comme tu disais tout à l'heure, quand on va voir la maison Bulgarie, on n'apporte pas les mêmes dessins que si on va voir la maison Mauboussin ou Van Cleef et Herpels. Donc en fait, on connaissait nos clients. Alors les dessinateurs en interne, nous, on en avait beaucoup, Dominique aussi. Ils dessinaient toute la journée tout ce qui leur passait par la tête. Mais nous, notre rôle, à Dominique et à moi, c'était de choisir les dessins et de dire ça, c'est du Bulgarie, ça, c'est du Chaumet, ça, c'est du... Et à ce moment-là, après, de faire notre job. C'était pas la partie la plus facile parce que c'est pas très facile d'avoir un client en face de vous qui regarde les dessins, qui trouve rien qui lui plaît. Moi, je me rappelle un jour, j'étais en face de Paolo Bulgari, qui a été pour moi un homme absolument extraordinaire. Et je lui disais, mais ça, c'est bien, ça. Il me dit, Brigitte, tais-toi, je sais ce que je fais. Bon, dans ces cas-là, vous vous taisez, puis vous attendez qu'il trouve le mouton à 5 pattes qui va lui plaire. Et voilà, donc ça se fait un peu comme ça, très vite et très, très lentement. À la fois très vite et très lentement. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez dû faire toutes les deux et qui était nouveau à l'époque, qui était d'aller vers l'extérieur. Oui, mais ça, on a été aidés, je pense, par la foire de Bâle où les clients arrivaient sur le stand et qui nous a permis de connaître les clients. Et puis après ça fait un petit peu boule de neige. Dominique a un caractère très fort, moi aussi. Donc en fait, on s'est imposé. Malgré tous les bâtons qu'on a eus pour pas avancer, on a avancé notre bateau et voilà, et ça a fonctionné. Non, comme dit Brigitte, le développement de la foire de Bâle a été pour ça, parce que le monde entier venait à la foire de Bâle. Donc, on avait un nouveau client qui passait, ou même s'il n'achetait pas, s'il n'était pas client, on avait ses coordonnées, on pouvait revenir, on pouvait retourner le voir, il était passé sur notre stand à Bâle, on pouvait obtenir un rendez-vous. Et comme dit Brigitte, la confiance venait petit à petit.
Lentement, on teste un petit peu quelque part, hein, parce que même au point de vue dessin, mais au point de vue fabrication aussi, on ne fabrique pas de la même chose quand c'est du Bulgari ou c'est du Van Cleef & Arpels. Je veux dire, on voit bien que les bijoux sont... Là, je pensais des exemples parce qu'ils sont tellement différents. Donc, il faut savoir apprécier ça. Qu'est-ce que veut le client? Connaître les codes du client et comment il veut fonctionner avec ses fournisseurs. Et la confiance, elle va très loin. Oui. Je me souviens d'un client qui n'était pas une marque, mais qui a été pour moi un des plus gros clients, qui discutait au début énormément les prix. Donc, il m'avait acheté une pièce qui était toute faite, je lui avais fait à Bâle, je lui avais fait une réduction, et puis ensuite, il me passe une commande. Il me passe une commande et il me discute le devis. J'accepte de descendre et je descends trop bas. Je livre la pièce au devis, mais je perdais de l'argent. Mais bon, il me repasse une deuxième et une troisième commande, je fais mes devis normalement. Bon, il discute un petit peu le prix, mais... Et puis, peut-être un an après, il me dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose que j'ai énormément appréciée. C'est que, dernièrement, vous m'avez dit, ah ben oui, mais là, je descends pas plus bas, parce que si je descends plus bas, je vais y laisser de l'argent. Il me dit, la première pièce que vous m'avez livrée, vous y avez laissé beaucoup d'argent. Je lui dis, oui, c'est vrai que je voulais livrer au devis, mais elle m'a coûté plus cher, bien plus cher. Et il me dit, j'ai apprécié. Mais ce que j'ai apprécié encore plus, c'est que dans vos devis suivants, vous n'avez pas essayé de rattraper votre perte. Et ça n'a pas de prix, ça. Parce que ça, on a tout gagné avec ça. Et c'est vrai que ce soit Dominique ou moi, mais les clients ont été extrêmement fidèles, quelque part. Oui. Et ça, c'était une époque. C'est plus l'époque. Oh, ça je pourrais pas dire. Enfin, jusqu'à les dernières années, si, les clients ont toujours été fidèles, mais il y avait les rapports n'étaient plus. Non, les rapports n'étaient plus les mêmes. C'est pas une question de fidélité. Non, là c'est pas parce que nous on était fidèles, mais on était créateurs quand même. Donc la création nous appartenait. On la facturait pas. C'était quand même cadeau. Et on était beaucoup plus impliqués que les ateliers d'aujourd'hui dans la création. Et excusez-moi l'expression, mais la création, c'est tout ce qu'il y a de plus jouissif dans le monde de la fabrication et de la monde du bijou. Parce que c'est extraordinaire d'avoir un rendez-vous avec les marques ou avec les petits clients, peu importe, et de voir comment on va faire plus gros, plus petit, du rouge, du vert, etc. De participer à la naissance de ce bijou. Ça faisait partie aussi d'une espèce de confiance, de communion avec les clients qui était très intense. Et donc, ils avaient confiance dans le goût de Dominique ou dans le mien ou dans mon jugement. Et ça, si aujourd'hui on avait à diriger un atelier, on serait toutes les deux très malheureuses, je pense. Moi, je vais vous citer un autre cas. Ça ne fait pas partie de la confiance, mais ça fait partie du changement un petit peu de mentalité. Nous avons toutes les deux dirigé des sociétés qui étaient des petites sociétés indépendantes. On faisait des devis détaillés, c'est-à-dire qu'on mettait, il y avait tant de métal, il y avait tant de pierres. Bon. Actuellement, les devis qui sont demandés, c'est plus du détail, c'est de l'ultra-détail. Puis c'est même... pour moi, c'est de la folie. L'une des dernières années, donc avant 2015, puisque j'ai vendu en 2015, je fais un devis pour une maison de la place. On nous demandait déjà de mettre le nombre d'heures par telle catégorie de joaillier avec le coût horaire. Sur cette pièce qui était très difficile, j'avais des heures d'un joaillier à 180 € de l'heure et des heures d'un joaillier à 130 € de l'heure. Les services de la maison m'appellent en me disant « Madame de Blanchard, nous avons un problème avec votre devis. Un joaillier, un OJ4 à 180 € de l'heure, ça n'existe pas. » Je suis désolée, mais moi j'en ai un. D'ailleurs, vous voyez bien que dans le devis, j'ai OJ4, 180 €, 100 heures, et puis en dessous, j'ai OJ4, 100 heures à 150 €. Ah oui, mais un OJ4, c'est 150 €, pas plus. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas eu la commande. 3 mois après, on me redemande un devis, même type. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai menti dans mon devis. Je n'ai pas mis 100 heures à 180 €, j'ai mis 180 heures à 100 €. Mon devis est passé. Elle est où la logique? Le total, c'était le même. Elle est où la logique? Et je suis désolée, j'en avais parlé à l'époque avec le directeur de la maison, quand je lui avais dit, vous savez, votre dernier devis, j'ai menti. Oh, Madame de Blanchard. Je lui ai dit, mais excusez-moi, mais nous sommes des sociétés indépendantes. Nous avons le droit de gérer notre société comme nous le voulons. Si on se plante, ben ça, c'est notre problème. À partir du moment où le devis total vous convient, pourquoi nous imposer
des taux horaires. Surtout que les ouvriers sont quand même tous très très différents. Donc les OJ4, il y a différents stades dans le fait d'être OJ4. Donc il y en a un qui va être à 180, l'autre à 150, l'autre à 120, etc. Et je trouve que de noder... Et puis en plus, il y en a un qui va être plus rapide. OJ4, c'est déjà le top. Ah, c'est le top du top. Ah, mais OJ4, c'est le top du top. Mais c'est surtout que les ouvriers, ils ont beau être OJ4, il y en a un qui va aller plus vite en faisant, je dis n'importe quoi, une bague, parce qu'il est baguier et qu'il sait comment ça fonctionne. L'autre, on va quand même lui donner une bague parce qu'on n'a pas d'autres commandes. Mais il va pas mettre 100 heures, il va en mettre 120, bien sûr, puisqu'il n'a pas trop l'habitude de faire des bagues, etc. Donc c'est à nous de faire notre sauce interne pour que le devis à la finale soit correct et que les clients sont contents. Mais au jour d'aujourd'hui, on a affaire à un fonctionnement que je trouve absolument, que moi je pourrais absolument plus du tout, je pourrais pas donner la caution à ça, si vous voulez. Si on me dit, bah, ça c'est 120 heures, ça c'est 200, ça c'est 150. Attends, la logique c'est quoi? On sait même pas quel est l'ouvrier qui va faire ça. Dans quelle société? Un jour, j'ai prêté mon chef d'atelier qui est allé travailler dans une autre maison. Alors évidemment, il était OJ4, etc. Et quand il m'a dit, mais madame, le niveau des OJ4 dans cette société où j'ai travaillé, parce que j'ai rendu service à un ami, etc., mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut comparer les choses comparables. Et je pense que quand on a affaire à la maison Christoffel, qui est la reine de l'horlogerie, ou quand on a affaire à la maison Perry, qui est la reine des commandes un peu moins haut de gamme, entre guillemets, mais avec plus de best-sellers, etc., on ne peut pas réagir pareil. Et on ne peut pas leur donner les mêmes taux horaires. Et ça, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on met trop les gens et les sociétés dans des cases. Allez, c'est bien formaté, une belle petite case comme ça. Et un jour, quand j'ai fait une visite d'atelier dans l'école de banque Lafayette Arpels, il y a une dame qui était banquière et elle m'a dit mais madame, vous, on ne peut vous mettre dans aucune case. C'est ça la beauté de la création, des relations avec les gens. C'est justement de casser les codes, de casser les cases, mais en restant logique, vendable et intelligent. On a affaire actuellement beaucoup, enfin pour certains, pas pour tous, mais pour certains, on a beaucoup affaire à une industrialisation de la construction du bijou. Or, ça marche très bien pour tout ce qui est l'access. Access, oui. Mais pas la haute joaillerie. Mais pas pour la haute joaillerie. Où, effectivement, vous allez avoir besoin peut-être d'un joaillier qui revient à la société 180, enfin, qu'elle va facturer 180 € de l'heure. Vous allez peut-être avoir besoin d'avoir 10 heures ou 20 heures ou 30 heures de cet homme-là sur la pièce. Mais si vous ne les avez pas, votre pièce n'aura pas le même raté, impact. Ça veut dire que... Parce que qu'est-ce qu'il y a dans un bijou? C'est un charme, c'est un volume, c'est une façon de faire. Et si on ne met pas l'excellence, il n'y est pas. Donc on ne va pas mettre quelqu'un qui ne peut pas donner ça à ce bijou. Donc peu importe que celui-là, il soit même à 200 € de l'heure, c'est pas grave. On se rattrapera après. Voilà. Et c'est vrai que je pense que toi et moi, on avait cette facilité de faire travailler deux personnes sur le même projet, à des niveaux différents, tout ça pour essayer de minimiser le prix et que ça soit vendable. Et c'est ça l'alchimie d'un atelier. Et c'est vrai que l'arrivée dans le monde du luxe de tous ces industriels, bien sûr, il n'y a plus d'industrie en France. Alors, tous ces gens qui sortent, ils vont où? Ils vont dans le monde du luxe, d'abord parce que c'est extraordinairement sympathique, le monde du luxe. C'est de la beauté à l'état pur. Mais ils nous mettent les codes. Et ça, nous, on n'en veut pas de ces codes. Alors aujourd'hui, les ateliers, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont bien obligés de suivre ça. Mais je pense que nous, on ne pourrait plus, quoi. Parce que notre logique... on serait très malheureuse. Alors peut-être qu'on le ferait parce qu'on aurait un atelier à faire fonctionner et qu'on le ferait. Mais pour moi, je trouve que ça va pas. Il faudrait redonner aux ateliers une certaine puissance dans la discussion, dans le dialogue, et faire ça avec tout le monde de l'industriel qui veut des cases, des tableaux, des prix fixes, et puis pas en changer, etc. On est obligé de biaiser, nous, par derrière. Comment est-ce qu'on peut faire d'autre ? Surtout que la gestion de ces personnels d'exception, c'est ce qui permet aussi de faire des pièces d'exception. Comme ton super méga tapis à je ne sais plus combien de pierres précieuses pour le sultan du Brenheim.
Si tu veux bien en dire Ah deux bah mots. oui, le tapis. Ah ouais, ça, tout le monde me reparle du tapis, là, parce que je crois que Bah, là, écoute, il il n'y a est... pas grand monde qui a fait un tapis quand même. Un tapis de Mais là, prière, il est exposé dans un musée en Arizona actuellement. Alors, pour ceux qui n'iraient pas en Arizona, raconte l'histoire du fameux tapis du sultan du Brunei. Alors, j'avais un client qui me commandait beaucoup de pièces. Et une année, à Bâle, j'avais la reproduction d'un petit fauteuil Louis XVI, grand comme ça. 10 cm donc. Voilà. Et pour montrer qu'on pouvait faire d'autres petits meubles comme ça, la dessinatrice avait peint un décor. Et sur ce décor, il y avait un petit tapis, 5 cm de long, 2 cm et demi de large. Et mon client rentre, me dit, je voudrais voir ce qu'il y a en vitrine. Alors je sors le petit fauteuil, il me dit, non, le dessin. Je sors le dessin. Et là, il me demande un mètre. Et puis, il me dit, bon, alors nous sommes le premier jour de la foire de Bâle, vous allez recevoir un livre avec des photos de tapis de prière, et je veux que vous me fassiez un tapis, 1 mètre de long, 10 à 15 cm de frange de chaque côté, 75 cm de large, entièrement souple, rubis, diamant, saphir, émeraude. Yalla. Tu parlais tout à l'heure du chef d'atelier. Le chef d'atelier, tout ça se passait en anglais. Le chef d'atelier qui comprenait l'anglais mais qui le parlait très peu, je le voyais qui blêmissait, et puis qui me faisait non, de la tête, non, de plus en plus fort. Le challenge était plus fort. Qu'est-ce que... Je pouvais pas dire non. Si je disais non, qu'est-ce qu'il faisait, mon client? Il allait voir Brigitte. À côté, et moi, Et il lui disait, je veux un tapis. Bon, alors on l'a fait, le tapis. Fini, presque 16 kilos d'or, 27 000 pierres précieuses. Pierre précieuse, hein, pas sur- Rubis, diamant, saphir, émeraude. Bah oui. On s'est arrêté là. Alors il y avait des saphirs bleus, des saphirs roses, des saphirs jaunes, des émeraudes, des rubis et des diamants. Et entièrement souples, bien entendu. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que on était en 1992, et pour la première fois, on a utilisé, pour pouvoir fabriquer ce tapis, parce qu'après il a fallu, on a utilisé des techniques modernes, on a utilisé la CAO, la confection des... très d'avant-garde. Hein. Ah mais oui, la confection des chatons était faite par une machine CNC. Parce que pour que ce soit entièrement souple, il fallait que ce soit parfaitement régulier. La rigueur. Donc, une fois qu'on a eu déterminé la disposition des pierres, on s'est dit, mais si on fait à la main, ça va coûter une fortune. À la main, on aurait pu, parce on découpait dans du plané, on prenait du plané, bon. Mais au point de vue économique, c'était pas rentable. Et si on le faisait en fonte, toutes les fontes n'auraient pas eu la même épaisseur, et pour les reprendre, on n'aurait pas eu toujours le même, on parlait au centième de millimètre, là. Hein. Donc il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était l'industrialisation. Et on a sous-traité la fabrication de ces douilles à une entreprise industrielle. Et combien de temps pour le faire? On a mis 6 mois pour faire les dessins, les devis, et on a mis presque 2 ans, un peu plus de 2 ans pour réaliser l'objet. Alors ça, en termes de gestion du personnel, c'était comment? Super déprimant, super motivant, c'était comment? Parce que tu disais que le chef d'atelier il disait non. Super motivant et c'était super stressant. Challenge énorme. Et comment on fait dans ces cas-là pour que les gens ne tombent pas en déprime quand ça va pas? Oh non. On gère. On gère. Non. On gère si on n'est pas patron, ou alors on n'est pas patron. Puis quand c'est une commande aussi incroyable, spectaculaire que ça, on n'est pas déprimé, quoi. On fait travailler ses neurones et on se dit, bon, on va trouver. Et puis on discute et on parle et on échange. Enfin, je sais pas. Tout le monde s'y Moi, est j'ai- intéressé. Tout le monde s'y est intéressé. J'ai jamais vu des les négociants ouvriers être en pierre. Non, ils sont en déprime tous parce les qu'ils ont un jours. enfant malade, mais pas parce qu'ils ont une pièce extraordinaire à fabriquer. Au contraire, ils sont trop contents. Et toi, Brigitte, dans tous tes best-sellers, Alors moi, c'est un peu différent parce que j'ai pas vraiment de best-sellers que j'ai fabriqués moi-même, mais j'ai hérité de best-sellers qui ont été faits notamment par Albert Perry, mon grand-père, et notamment la fameuse, je ne peux pas parler de la fameuse fermeture éclair. On n'a pas le droit de dire fermeture éclair parce que c'est débordé, mais la fermeture à glissière, le fameux zip devant clavier Arpels, qui a été créé par un dessinateur interne qu'on avait chez Perry qui s'appelait Monsieur Louis Guérin, et qui un jour est arrivé comme ça en 1938, juste avant la guerre. Il a dit « Oh là là, mais il y a des fermetures sur les robes, partout, il y a des fermetures éclairs. » Et ça, c'est quand même une bonne idée. Donc tout de suite, évidemment, il est allé voir la famille Arpels. Et en fait, je pense que c'était dans l'air du temps, hein, quand Elsa Schiaparelli a fait des robes avec des fermetures éclairs, etc. Et donc, en fait, l'idée, elle a germé comme ça.
Après, on a été fermé pendant 6 ans et on a livré la première en 1952. Un petit succès commercial parce que c'était pas des pièces uniques à l'époque. On en a fait quand même 40 entre 1950 et 1960. Et après, c'est l'idée géniale de Nicolas Boss, qui est aujourd'hui le président de la Maison Van Cleef & Arpels, qui est venu me voir en 1998 et qui m'a dit: Brigitte, on va réactiver, parce qu'ils ont l'art de retourner dans leurs archives, et on va réactiver cette fameuse fermeture à glissière. Et donc là, effectivement, un petit peu comme toi, on a fait fonctionner des nouvelles techniques pour améliorer le temps, hein, parce que voilà. Et on en a fait 3 absolument incroyables avec énormément de diamants. Elles ont été vendues tout de suite et au jour d'aujourd'hui, c'est quand même le best-seller de cette maison. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est toujours le même collier. Bon, il y a 2 chaînes différentes, une qui est plate, une qui est caudronnée, mais c'est le même collier, c'est le même tombé, etc. Donc c'est une très très jolie histoire. Et quand justement l'ouvrier qui faisait ces fameuses chaînes est tombé en faillite, je me rappelle, on est allé avec ma voiture, on a été récupérer toutes les machines, on a trouvé des nouvelles façons de fabriquer, etc., etc. Et ça, effectivement, c'était aussi un challenge. C'est passionnant. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré travailler. Quand mes enfants étaient malades, je me disais: oh là là, il est 5 heures du soir, j'ai pas pris de nouvelles de mes filles alors qu'elles sont malades. Bon, c'est pas grave, j'avais une nounou formidable. Bon, mais non, j'ai adoré travailler. Mais ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Hein. Rappelle-toi, Dominique, la guerre du Golfe en 91, la crise des subprimes en 2008. On a été frappés de plein fouet, nous, dans les ateliers, plus fort que les autres, je pense, parce que quand même, on est moins fort au point de vue financier, notamment, que les marques. Et il a fallu passer de 50 personnes à 10. Donc le yo-yo, moi, je l'ai fait 2 fois. Ça laisse des traces quand même. Hein. C'est dur de rebondir. Moi, je disais tout le temps, je suis PDG balayeur. Hein. On fait tout. En fait, quand on est PDG, on fait tout, on assume tout. Il faut toujours avoir le sourire. Mais quand on est passionné par quelque chose, moi j'ai adoré les travailler. Quand c'était le lundi matin et qu'on me disait dans l'ascenseur: oh, c'est lundi, il faut travailler. Moi j'étais très contente d'aller travailler. On a adoré travailler. Aujourd'hui, ça me manque un peu. Hein. Toi, tu es encore plus dans le business que moi. Mais bon, ce qui me manque au jour d'aujourd'hui, c'est cette passion qu'on avait de retourner dans l'atelier, de voir, oh là là, on a une commande, comment on va la fabriquer. Ça, c'est un moment de pur bonheur, quoi. Après, les ennuis de fabrication arrivent, parce que le serti, le poli, tout ça, il faut faire fonctionner la machine. Mais c'est une espèce d'alchimie entre toutes ces mains extraordinaires qui travaillent les unes avec les autres. Et c'est vrai que dans les ateliers, il y a une espèce de communion. Bon, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Tu vas m'aider, tu vas polir avant, tu vas polir après, tu vas sertir, tu vas faire ça. Et ça fonctionne encore aujourd'hui très fort, très très fort. Non, je crois, comme tu dis, ce qui est le plus important, c'est que c'est un métier de passion. Et moi qui ai eu, je dirais, 2 vies professionnelles, on voit bien la différence. Et puis ça m'intéressait ce que je faisais. Quand je travaillais dans la réassurance, je voyageais. J'étais très souvent en voyage aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les pays nordiques. Enfin, voilà, c'était intéressant. Mon travail était intéressant, mais il n'était pas passionnant. Lorsque j'ai repris la joaillerie, j'ai là eu, pendant plus de 30 ans, un métier de passion. Et ça, on le voit bien à tous les niveaux, que ce soit les joailliers, que ce soit les dessinateurs, que ce soit les polisseurs. On oublie très souvent dans nos métiers le métier du poli. Il faut quand même savoir qu'un mauvais poli, une mauvaise reprise de poli peut complètement détruire une pièce. Une pièce sur laquelle un joaillier aura passé 200 heures, 300 heures, 800 heures va être détruite parce que la reprise du poli ne sera pas bonne. C'est un métier essentiel, le polissage. Et c'est pour ça que les ouvriers se surveillent, et le mot-là, surveille, c'est un métier tout à fait positif et important, en disant: tu vas me faire ça comme ça, tu vas me faire ça comme ça. Mais surtout, voilà, donc ils surveillent que ça soit bien fait pour que ça passe au poli, pour que ça repasse chez les ouvriers, pour que ça repasse, etc. Et donc c'est une espèce de va-et-vient comme ça, incessant, parce que chacun ne fait pas sa tâche
bien la queue leu comme ça. Non, il y a une interférence, ça va d'abord chez les ouvriers, ensuite à la policeuse, ensuite les ouvriers, ensuite le sertisseur, ensuite la policeuse, ensuite les ouvriers, ensuite le poli. Ça, c'est un va-et-vient constant dans un atelier. Et puis avec une confiance totale, évidemment, puisque c'est quand même de l'or, des matières précieuses. Donc chacun est responsable de son poids d'or, de ses pierres, de ses pièces. Donc en fait, on doit se surveiller les uns et les autres pour le bon fonctionnement d'un atelier. Et si maintenant on aborde le côté pas bisounours? Parce que tu disais, on a dû dégazer, c'est pas drôle, je le refais peut-être pas. Les moments compliqués de l'époque, en fait. Parce que ça commence dans les années 70, 80, il y a eu plein de crises. Question simple, quelles ont été les crises les plus dures? C'est vrai que moi j'ai eu 2 crises, c'est la guerre du Golfe en 91 et la crise des subprimes en 2008. Et je me suis dit, la troisième, je sais pas si je pourrais la supporter, quoi. Donc là, je suis bien contente de ne pas avoir une entreprise avec le Covid. Et c'est vrai qu'on n'en sort pas indemne, hein, parce que quand il faut licencier, c'est vraiment pas drôle. En plus, tous ces gens-là ne reviennent pas souvent dans le métier, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent moniteur de ski, moniteur de plongée, etc. Mais ils reviennent pas, parce qu'ils sont un peu dégoûtés par l'histoire, donc ils reviennent pas dans le métier. Donc on perd quand même de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre est très difficile à trouver, puisque pour être un bon sertisseur, un bon fondeur, un bon polisseur, il faut au moins 10-15 ans d'expérience. Et que donc c'est un moment très difficile, humainement parlant, à faire. Et puis après, on se retrouve avec une société qu'il faut quand même faire tourner. Donc, quand on est à la tête d'une entreprise comme ça, on se met au boulot, hein, et on devient, comme je dis, PDG balayeur. On ouvre la porte, on fait le coursier, on essaye de survivre, on garde les rares troupes qui restent avec nous, on essaye de leur remonter le moral. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'avoir pas le moral, parce que moi, je sentais bien que les jours où j'avais pas le moral, c'est toute la troupe qui suit derrière qui a pas le moral. Oh, la patronne va pas bien, c'est que ça doit aller mal, etc. Or, quand la patronne a le sourire, on se dit... si elle a le sourire, c'est qu'elle va bientôt avoir une bonne nouvelle à nous annoncer. Donc en fait, c'est une grande famille. Et pourtant, on avait quand même des grands ateliers. On était 30, nous on est monté jusqu'à 60 personnes à un moment donné, ce qui était de la folie d'ailleurs, mais on avait grosso modo une trentaine de personnes. La façon dont on arrive le matin est très importante. Tout à fait d'accord. Moi, j'ai connu 2 crises. J'ai pas connu la crise du Golfe parce que, comme j'ai repris en 85, on n'avait pas encore développé. Mais j'ai connu l'arrêt brutal du sultanat de Brunei, parce que dans les années 90, on disait, et tout le monde disait c'est ridicule, on disait que le sultanat de Brunei achetait 60% de la production de la joaillerie mondiale. Et en fait, c'était vrai. Et je peux vous dire, ça s'est arrêté en un an, brutalement. Eh bien moi, en un an, j'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires. Bien sûr. Et Mobusa a disparu, hein, au passage. Et il y a des ateliers aussi qui ont disparu, mais pas seulement en France. Bon, donc j'ai connu celle-là, et comme toi, 2008. Bon, et avec effectivement des choses excessivement difficiles à gérer, qui sont des licenciements. Les banquiers. Oui, mais ça, c'est qu'il faut affronter, mais c'est pas le plus dur. Moi, ce que j'ai toujours trouvé le plus dur, c'est avoir à licencier des gens. Parce que, comme tu le disais, on est quand même des petites sociétés, avec des équipes qui sont très soudées, parce que si on n'avait pas des équipes soudées, ça ne marcherait pas. Et bien, parmi ces 30 personnes... Qui licencier? Comment choisir? Comment licencier? Et pourquoi celui-là et pas celui-là? Donc il faut faire une analyse de la famille. Ah oui, mais celle-là c'est une femme célibataire. Non, si on l'avait... Donc il y a une espèce de choix à faire comme ça qui est cornélien, hein, quelque part. Comment on choisit alors? Parce qu'en fait, on n'a pas envie qu'ils partent. Alors, moi, j'avais très peur quand quelqu'un me disait « Madame Perry, il faut que je vous parle ». J'ai dit « Oh là là, ça y est, il va me demander une augmentation ou il va partir, etc. » Mais l'inverse aussi, c'était pareil. Hein, quand on était convoqué par Madame Perry et qu'on sentait que ça... Voilà. Alors, licencier quelqu'un qui ne vous donne pas satisfaction, qui est entre guillemets un mauvais ouvrier parce qu'il ne se fonde pas dans une équipe, ça, bon, c'est pas un moment très agréable à passer, mais ça va. Mais quand c'est une crise économique où on n'a aucune raison de se séparer de la personne et qu'au contraire, on voudrait la garder, Donc moi, je l'ai fait 2 fois et on choisit en faisant un choix cornélien entre comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce que quelqu'un va pouvoir le remplacer, quelle est sa situation familiale, quel est son salaire. On fait une espèce de petite étude. Et puis on essaie, alors ça n'existait pas encore
en 97, mais ça existait en 2008. On essaie de trouver des solutions qui retardent les licenciements. Ça a été quelque chose qui a pu être fait en 2008, Oui. où par exemple, on pouvait proposer à tout le monde dans les sociétés de dire, voilà, on risque d'avoir à faire des licenciements. Et on a eu, au moment de la crise de 2008, la possibilité de proposer à des gens de faire une formation. Ça. Cette formation était prise en charge par, si vous voulez, c'était retourner un peu, vous savez que à l'école. il existait à l'époque la possibilité, quelqu'un qui voulait changer de métier pouvait demander de faire pendant 1 an de la formation. Il était toujours considéré comme salarié de la société, mais sa rémunération était prise en charge par l'État. Donc là, c'est ce qu'on a pu faire. Ça Et moi, donc- ça m'a sauvée. Hein. Et donc, il y en a qui, effectivement, ont pu, à la fin de leur formation, soit c'était passé et on pouvait les reprendre, ils revenaient. soit leur formation leur convenait et ils ont changé de métier. Ça a été... Voire, ils ont gardé les 2 métiers. Ou ils ont gardé les 2 métiers. Moi, le fondeur est devenu graveur. J'étais enchantée de cette opportunité. Et eux aussi, d'ailleurs. Mais au début, ils l'ont pas très bien pris. Au début, ils ont dit, mais madame, vous voulez vous débarrasser de nous comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et après, ils ont tous joué le jeu en disant, c'est une opportunité absolument extraordinaire. Et il y a un de nos confrères qui n'a pas voulu vraiment jouer ce jeu-là pour plein de raisons que je ne connais pas d'ailleurs, et qui s'en est bien mordu les doigts parce que ça lui a coûté très cher. Voilà. Merci à l'État français d'avoir fait ça, quoi. Et à la Chambre syndicale qui nous a vraiment, moi j'appelle la Chambre syndicale la BJOP, qui nous a énormément aidés à cette époque-là. Et ça n'existe plus. Si. Si, ça existe encore. Ah oui, Ah oui, le quota formation, au contraire, ça ne fait qu'augmenter. Et entre cette époque-là et aujourd'hui, quelles autres conditions ont énormément changé, pour lesquelles tu recommencerais pas, pour lesquelles tu ne le ferais plus? Moi, je trouve que c'est le fait qu'à partir de l'an 2000, il y a eu un énorme problème de propriété intellectuelle, justement, avec les dessins, et qu'on a retiré aux ateliers la création. Pour moi, ça a été un coup dur. Et en fait, les clients n'ont absolument pas voulu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ne voulaient plus qu'on soit créateur. Donc, ils préféraient avoir les dessins ailleurs, ou alors ils l'internalisaient dans leurs ateliers, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais c'est vrai que pour nous, ça a été vraiment... je pense que pour toi, là... Et d'ailleurs, on a été les 2 dernières à garder des dessinatrices en interne. Moi, jusqu'à la fin, j'avais une dessinatrice. Parce que justement, on avait ce que j'appelle les petits clients qui, justement, avaient besoin de ça. Moi, j'ai très vite fait 3 clients importants, qui est la maison Fabergé, la maison Mikimoto, le Ritz de Londres... Et eux, ils avaient vraiment besoin de création. Et là, on jouait encore la partition. Et c'était formidable. Et cette création, elle était gratuite. Hein. Je veux dire, on ne la facturait pas. Alors, à la fin, moi, quand j'ai commencé à la facturer un petit peu, pour être très honnête. Mais bon, pas non plus... Et c'est ce qu'il y a de plus amusant. Alors après, les ateliers sont devenus des... je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, ils disent plus ateliers, ils disent sous-traitants, ou je ne sais plus quel mot ils emploient, pour bien justement dire qu'on n'est pas créateur. Mais tous les best-sellers qui ont été faits dans les années 1830 à l'an 2000, tout ça, ça a été créé par les ateliers parisiens. Et les premiers qui ont commencé à écrire ça dans les livres, c'est Boivin. Et c'est Catherine Cariou, qui est maintenant devenue une amie, qui était directrice du patrimoine de Van Cleef & Arpels. Elle a été la première à se battre pour que justement, dans les livres, on mettait fabriqué par l'atelier Perry, l'atelier Christopher, l'atelier L'Enfant, qui a été aussi un très très grand atelier, très reconnu aujourd'hui, dans les ventes aux enchères aussi. Et ça, c'est quand même, je pense, la moindre des choses. Et c'est ce qui donne un supplément de valeur aujourd'hui. Oui, et alors moi, j'ai touché ça du doigt justement dans le monde des ventes aux enchères, parce que maintenant, j'ai le temps d'aller là-bas et puis ça m'amuse. Et c'est vrai qu'ils ont été absolument stupéfaits de me voir en disant « Ah bon, mais la Maison Perry, mais vous existez ?» Parce qu'ils pensaient, je ne sais pas pourquoi, qu'on était morts après tout, ils ne savaient pas. Et là, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, ils jouent le jeu, ils marquent que ça a été fabriqué par les ateliers Perry et c'est vendu plus cher parce que ça a été vendu par les ateliers Perry.
Et ça, moi, mon ego est très content quand même pour ma famille, parce que c'est vrai, c'est une belle histoire de création. Du coup, ça veut dire que tu avais dans tes archives les archives de la place Vendôme. J'avais les archives de la place Vendôme, j'avais les archives des dessins. Et c'est ce que j'ai vendu avant Clef et Arpels, quand j'ai vendu en 2012. En fait, j'ai vendu l'atelier, les archives, et ils m'ont fait un contrat de 5 ans pour travailler dans leur école des arts joailliers de la place Vendôme. Et ça, c'était... Voilà, alors j'ai un petit pincement au cœur, parce que mes archives, c'est franchement, Dominique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est dommage que ça soit dans des coffres-forts et que personne ne les voit. Mais quand je dis personne, je parle du public, hein, je parle pas des gens en interne, mais parce que moi j'avais 60 000 dessins, je crois. Donc c'était... Et en fait, ma famille les avait laissés comme ça, parce qu'on n'y faisait pas attention, dans des caisses, plein de poussière, etc. Et j'ai passé des heures, alors pas moi parce que j'avais pas le temps, mais à les trier, à les classer, à faire des livres, à savoir qui c'était, etc. Et ce sont des pures merveilles. C'est un moment unique au monde que de pouvoir feuilleter les dessins. Et alors, effectivement, moi je dirais en plus de ça, c'est que ça assure la traçabilité. Yes. Or, la traçabilité, à l'heure actuelle, on ne parle que de ça. N'existe plus. Pratiquement. Elle n'existe plus ou elle est... Elle est un peu... Prenons un exemple. Pendant un certain nombre d'années, certaines maisons de la place, quand vous étiez un de leurs ateliers fabricants, vous donnaient leur poinçon de maître, et sur les bijoux que vous, atelier indépendant, fabriquiez, vous ne mettiez pas votre poinçon de maître, mais le leur. Pas souvent fait ça, hein. J'essayais de résister. Oui, mais de résister. Mais certaines maisons le faisaient. Oui. À une époque, la maison Boucheron l'a fait. Christoffel avait beaucoup travaillé pour la maison Boucheron. Et dans les années 90, j'ai un rendez-vous avec Alain Boucheron, et je vais à mon rendez-vous, comme ça, ça m'a pris, avec sous le bras un des classeurs de dessins que la maison Christoffel avait fabriqué pour la maison Boucheron. Et je dis à monsieur Boucheron, tenez, si ça vous amuse, voilà des dessins d'une époque où ni vous ni moi, vous n'étiez pas encore le patron de la maison Boucheron. Et alors là, il a été sidéré. Il a appelé son directeur de fabrication en disant, mais voilà, mais il dit ça, vous allez regarder, je suis sûre que là-dedans, il y a des choses dont nous n'avons pas les archives. Bien sûr. Et effectivement, donc je lui ai laissé bien évidemment le classeur, dont ils ont fait des T'as copies. pris un risque, hein. Dont ils ont fait des copies. Et ensuite, il m'a dit, effectivement, on a retrouvé des dessins de pièces dont nous savions que nous les avions vendues telle ou telle année. Alors, c'était bien sûr des pièces uniques, tout ça. Mais comme sur ces pièces-là, à l'époque, la maison Boucheron nous avait demandé de mettre leur poinçon de maître, mais que ce n'était pas fabriqué chez eux, ils ne savaient plus qui avait fabriqué cette pièce-là. Et grâce à ça, ils l'ont retrouvée. Et quelque part, c'est important parce que quand ça a été fabriqué par une maison, il faut retrouver l'ADN. Et souvent, les ouvriers qui les ont faits sont encore là. Et on ne peut pas faire travailler plusieurs personnes sur une pièce unique. Au bout d'un moment, à la fin, notamment à la fin, il faut qu'il n'y ait qu'un seul ouvrier qui travaille avec lui sur la pièce. Et chaque ouvrier a sa façon de faire. Et chaque ouvrier reconnaît son travail quelque part, hein. Il a un œil. Et donc, en fait, dans le métier, il est évident que quand il faut réparer un bijou, on l'envoie à l'atelier qui l'a fabriqué. Parce que c'est évident. Il va avoir toute l'historique, comment ça a été poli, comment ça a été fait. Et ça, c'est très important. Et il a été question notamment qu'on supprime les poinçons de maître. Et j'espère que ça ne va pas arriver. Mais ceci dit, comme maintenant, les ateliers sont plus créateurs, que à la limite, ils suivent des ordres... pas à pas. Nous, quand on avait une pièce de midi, qu'on allait la montrer 3-4 fois avant de la livrer. C'est tout. Au jour d'aujourd'hui, chaque fois qu'ils font un emmaillement, ils vont la montrer. C'est un truc de fou, quoi. Franchement, je veux dire... Donc, en fait, les ateliers sont beaucoup moins impliqués, responsables, dans une certaine mesure, parce qu'ils sont trop guidés
par des gens qui sont, entre guillemets, pas du sérail. Parce que quand on n'est pas ouvrier joaillier, on n'est pas du sérail. Hein. Quand on est directeur, c'est pas la même chose. C'est comme si moi, on me demandait d'être dessinatrice. Ben non, je suis pas dessinatrice, je sais pas dessiner. Et ça, le poinçon de maître pour la traçabilité, c'est... Et pour les maisons de vente aux enchères, aujourd'hui. Mais oui, pour tout. Pour tout. Et puis pour Ça la signe traçabilité quelque même chose. des maisons. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour une maison américaine. Et quand vous travaillez à l'export, en France, vous avez l'obligation de mettre le poinçon de maître. Hein, bon. Mais quand vous travaillez à l'export, vous pouvez faire ce qui s'appelle du sans marque. C'est-à-dire que vous déclarez aux organismes de la garantie que vous fabriquez un bijou qui va peser environ tant de grammes pour telle maison. Et quand vous avez exporté ce bijou, eh bien, vous redéclarez que vous avez exporté tel bijou à telle maison. Ce qui vous met tout à fait... Incognito. Non, mais ce qui vous met vis-à-vis de l'État et des droits de vis-à-vis la de la garantie, douane. tout à fait, des douanes. Bon. Et j'avais un client américain qui voulait toujours du sans marque, pas de poinçon de maître. On gravait simplement son nom et France. Mais ce même client nous demandait de garder pendant 2 ans un échantillonnage de tous les métaux que nous avions utilisés sur le bijou. Alors, un petit bout de plané, un petit bout de fil, un jet de fonte, attaché à la fiche de fabrication. Voilà. Un petit saphir, un petit rubis, une petite émeraude Non, pour la couleur. Ah, que le métal. Que le métal. Puis un jour, quand même, au bout de quelques années, je leur ai dit, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Parce que, d'accord, pour une pièce unique, vous n'en avez fait qu'une, vous allez toujours retrouver dans vos archives que c'est moi qui l'ai faite. Mais on vous fait aussi des pièces de série, et je suis persuadée que sur certaines pièces de série, on n'est pas les seuls à vous les faire. Donc, j'ai beau garder avec ma fiche de fabrication un échantillonnage, à partir du moment où vous entrez la pièce dans votre stock, comme il n'y a pas mon poinçon de maître, il n'y a pas le poinçon tête d'aigle, comme quoi c'est de l'or fabriqué en France, vous n'avez aucune traçabilité, vous n'êtes pas capable de savoir qui vous l'a fabriqué. Ah oui. À partir du moment où effectivement on a de plus en plus besoin d'avoir, et c'est normal, la traçabilité, vous pouvez avoir un jour un client qui va venir vous voir en disant bien en fait ce bijou vous me l'avez vendu comme étant de l'or 18 carats, je l'ai fait tester, il s'avère que c'est pas de l'or 18 carats. Vous avez le poinçon de maître, vous savez qui est responsable de la fabrication et vous l'avez, la traçabilité. Vous n'avez plus de poinçon de maître, vous n'avez plus de traçabilité. Alors avec la gravure, on peut à la limite, quand il y a des numéros, on peut retrouver. Mais bon, c'est faire disparaître de l'histoire le monde ouvrier quand même, l'atelier. Et or, l'atelier, c'est la base. Pourquoi nous faire disparaître comme ça ? Ils ont besoin de nous, ils ont besoin, enfin je sais pas, tout le monde a besoin de tout le monde. Pourquoi faire disparaître tout un pan et ce pan, surtout en France, où la joaillerie française est quand même la plus belle et la mieux fabriquée de la joaillerie au monde. Pourquoi faire disparaître ça ? Je comprends pas la logique. Alors les choses vont, viennent, ça va, ça vient, etc. Mais je pense que les gens qui veulent faire disparaître ça au jour d'aujourd'hui font une grave erreur. Et justement, puisqu'il y a la traçabilité sur l'or, sur les machines, sur les pierres, etc., eh ben nous, on veut qu'on disparaisse. C'est quand même curieux. Et surtout qu'on n'a pas des égos très surdimensionnés. Hein. Qui connaît Brigitte Péry ? Qui connaît Dominique de Blanchard ? En dehors du petit monde bien serré du monde de la joaillerie. Personne, parce qu'on a joué le jeu, ma famille, Monsieur Christoffel et sa famille, à fond la caisse. On a été discret. C'est un métier où où on se tait, où on ne parle pas, où une sorte de mépris quand même, non ? Et du coup, est-ce que ça a participé à ce que tu arrêtes ? Non, c'est pas ça qui a participé à ce que j'arrête. En fait, j'ai arrêté parce que je me suis dit, oh là là, je vais avoir 60 ans. J'ai déjà subi 2 crises, 91-2008. La 3e, j'aurais pas l'énergie. Et en fait, la façon de fonctionner a changé. Tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus créateur. Les clients nous imposent des choses qui sont peut-être très justifiées, mais qui sont poussées à l'extrême. Et on n'a pas besoin de les pousser à l'extrême comme ça, parce que la confiance, ça existe. Et donc, tous les codes ont changé. Et moi, je me disais, j'ai vécu une période extraordinaire. J'avais en face de moi Monsieur Paolo Bulgari, Monsieur Arpès, Monsieur Graff, etc., etc. J'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai participé avec eux au monde de la création. Ils avaient besoin d'un bout de ficelle. C'est moi qui leur trouvais un bout de ficelle. Alors, il y a rien de plus facile que de trouver un bout de ficelle, quand même, avec un peu d'effort. Bon.
Et donc, on existait en tant que créateur. Et ça a été un moment extraordinaire dont je me disais, non, je ne veux plus tout ça. Et je n'avais pas envie de donner ça à mes 3 filles. Je me disais, non, c'est trop compliqué. J'étais très pessimiste aujourd'hui. J'étais très pessimiste. Alors, je me suis un peu trompée parce que je me suis dit qu'après nous, après Christoffel, Perry, etc., il n'y aura plus de fabricants. Ils ne vont jamais trouver personne qui suive leur code. Je me suis trompée parce qu'il y a encore des ateliers qui se créent, il y a encore des ateliers qui s'en sortent très bien. Mais c'est pas notre monde, hein, Dominique, hein, permets-moi de t'associer à ce que je dis, c'est pas notre monde à nous. On a connu une époque absolument extraordinaire et je pense que c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce qu'on a envie de témoigner, on a envie de raconter comment ça se passait. C'est le début de l'explosion de la joaillerie française à partir des années 1900. On a été toutes les deux acteurs de ça. Il faut qu'on le raconte. Et c'est vrai que quand on fait des conférences et qu'on fait des choses comme ça, on a un succès extraordinaire. Quand on va à l'étranger, les Américains, moi j'ai fait des conférences dans une école américaine extraordinaire, le Fashion Institute of Design and Merchandising, et l'auditoire a été subjugué par mes paroles. Or, c'était pas extraordinaire mes paroles, mais ça sentait vrai, ça sentait le vécu, ça sentait le côté familial, le côté humain. Et ça, au jour d'aujourd'hui, où est-il ? Moi, ma démarche a été pratiquement la même, mais quand même peut-être un petit peu différente. D'abord, aucune de mes filles, j'en ai une qui a travaillé avec moi pendant des années, mais elle ne souhaitait pas reprendre. Et moi, je faisais surtout des pièces de haute joaillerie, c'est-à-dire des pièces qui demandent de nombreux mois de fabrication, un énorme investissement. Et dans l'évolution du monde de la joaillerie actuelle, je me suis rendu compte, au début des années 2010, qu'à moyen terme, on ne pourrait plus être un atelier uniquement comme le mien, c'est-à-dire être uniquement un atelier de haute joaillerie. Pour survivre, il fallait avoir d'autres cordes à son arc. Et ma fille ne souhaitant pas reprendre, c'était pas à mon âge que j'allais me lancer à diversifier ma production et à créer un atelier de moyenne joaillerie ou un atelier d'access. Donc j'ai vendu à un confrère qui lui avait l'access, avait une grande partie moyenne joaillerie, une petite partie haute joaillerie, et en achetant Christoffel, il avait la totalité. Parce que ce dont on se rend compte, que j'avais pensé en 2010, qui s'accélère de plus en plus, c'est que les petits ateliers de la taille de Brigitte ou de la taille du mien ne sont plus dans l'air du temps pour travailler avec les donneurs d'ordre que nous avons. Vous avez des petits ateliers qui se créent, mais c'est ce qu'on va appeler des sous-traitants de rang 2 ou de rang 3. Celui qui est en contact avec le donneur d'ordre est obligatoirement un atelier d'une plus grosse importance. Et ça ne fait que s'accélérer. Un atelier qui est capable de fournir de l'access, qui est capable de fournir de la moyenne joaillerie, qui est capable de fournir toute une gamme. Toute la gamme. Et donc vous avez dit, ce métier-là, c'est un métier de passion. Donc vous avez souhaité arrêter, très bien, je vous entends. Vous avez vraiment arrêté ? Bonne question. Alors, oui, quelque part, j'ai arrêté parce que je dirige plus d'atelier. Mais de temps en temps, on me demande de faire des conférences, comme aujourd'hui. On me demande de mettre en relation des gens, de trouver le mouton à 5 pattes. Ah, je cherche un sertisseur, est-ce que tu peux pas m'aider ? D'avoir des contacts avec les jeunes, de leur expliquer comment c'était avant, de les aider, etc. Et ça, effectivement, moi, je le fais avec beaucoup de plaisir. Alors, s'il faut faire des conférences comme aujourd'hui, je le fais avec plaisir et je le fais gratuitement et pour toi, Anne, et avec beaucoup de plaisir. Par contre, si c'est quelqu'un qui est un peu... voilà, à ce moment-là, je vois $1 million, Anne. C'est clair. J'entends bien. Voilà. Mais bon, voilà. Donc moi, c'est vrai que j'aimerais bien transmettre cette passion, expliquer comment c'était, parce que n'attendons pas que nous soyons mortes, Dominique, pour faire un duo comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, c'est un petit peu dans l'air du temps de faire des podcasts, des réunions comme ça avec les ancêtres. Et voilà, on fait partie d'une certaine époque. Voilà.
Et qui a connu les frères Arpels? Qui a connu ces années-là? Alain Boucheron, Gérard Boucheron aussi. Enfin, voilà, c'est Laurence Graff. Et on a plein d'histoires à raconter assez amusantes, assez cocasses, assez dures, parce qu'on s'en est pris quand même plein la tête aussi. Mais ça faisait partie du jeu, c'est comme ça. Comme la fois où tu t'es fait empapaouter par Monsieur Boucheron, c'est ça? Oui, ben voilà, non, voilà. Brigitte, vous faites du particulier, j'irai pas à votre mariage. Bon, d'accord, on fait du particulier. Non, j'ai fait la bague de ma grand-mère ou de ma cousine. Ou ça peut pas ça faire du particulier. De toute façon, on peut pas faire du particulier parce que c'est un autre métier. Il faut avoir du stock, il faut avoir du temps, il faut avoir. Mais bon. Voilà, donc calmons-nous sur le fait de faire des particuliers, c'est un autre métier, voilà. Donc moi, je m'amuse comme ça, à rester dans le métier. Je suis restée très très proche de mes ouvriers qui sont maintenant dans l'atelier de Van Cleef & Arpels, donc il ne se passe pas un mois sans que je déjeune avec quelqu'un, sans que Voilà, et donc on est dans une forme d'amitié très spéciale et très réconfortante, je trouve, dans ce monde difficile. Mais j'ai gardé quand même aussi un petit pied dans le métier, déjà en faisant, comme Brigitte, parfois des conférences. Également en gardant, puisque j'avais commencé à développer avec un héritier d'une marque, j'ai gardé pour l'instant cette petite marque, qui est une marque de niche. Également, j'ai gardé des activités encore pour l'instant à l'Union française de la BJP. C'est ton côté avocate, là. C'est mon côté collectif, Girl Scout. Dernière question. Quel conseil vous donneriez à une petite jeune aujourd'hui qui voudrait faire comme vous? Le conseil, c'est de oser, c'est de pas s'arrêter sur un refus. Quand on a vraiment ça dans le cœur et dans les tripes et qu'on a envie de le faire, il faut y aller, il faut oser. C'est pas facile, mais je pense que le soleil luit pour tout le monde et qu'un jour ou l'autre, c'est le conseil que je donne aux jeunes, vous allez avoir le rendez-vous qui va faire que quelqu'un va vous tendre la main, etc. Et on peut jamais savoir quand ça arrive. Donc quand on cherche du travail ou quand on est malheureux dans un travail, etc., il y a un jour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider, quelquefois d'une façon très simple et très... Voilà. Parce que c'est la rencontre entre deux personnes qui fera que vous pourrez avoir une vie passionnante. Oser entreprendre. Oser entreprendre, ne pas être timide, dire oui, mais si je me casse la figure, oui, mais si je me casse la figure, oui, le risque, savoir que le risque, il existe, il existe le risque de se casser la figure. Mais le risque de réussir, il existe aussi. Et il ne faut pas avoir un ego trop surdimensionné. Il faut avoir un ego, mais il faut que ça soit raisonné, il faut que ça soit fort, et il faut qu'on sente qu'il y ait une envie de partager, qu'il y ait une énergie vitale, quel que soit le domaine de sa passion. Et puis garder sa personnalité. Garder sa personnalité, parfois ne pas avoir peur d'une répartie. Je terminerai sur une dernière, justement, répartie que j'avais faite à mes tout débuts. Ça devait faire 3 mois que j'avais repris la société Christofol et je vais voir un client qui voit donc arriver une gamine de 35 ans, qui connaissait, qui me dit mais c'est pas Monsieur Béguin qui vient aujourd'hui? Mais je lui dis non. Mais vous êtes qui? Donc je dis j'ai repris la maison Christofol. Ah bon, vous avez repris Christofol? Vous avez du fric alors. Et alors là, vous savez, c'est sorti sans que je puisse le retenir. Je lui dis non, monsieur, j'en avais. Faut savoir les boucher de temps en temps, hein. Sous ces hommes-là qui nous prennent. Et moi, j'ai une autre anecdote aussi. Un jour, avec mon mari, j'étais dans un dîner d'énarques, évidemment. Monsieur le Président. Et à minuit, j'en ai eu ras-le-bol collé ça. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a sorti. J'ai dit, mais moi aussi, je suis présidente. J'ai un métier très intéressant. Est-ce que vous voulez vraiment le savoir? Alors évidemment, là, tout le monde s'est intéressé à moi. Mais au départ, personne m'a demandé qui j'étais. Non, voilà. Donc, nous les femmes, nous aussi, on a des tripes, on fait des choses passionnantes et on a des choses à dire. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci Brigitte. Merci Dominique. À très bientôt, et je dis à tout le monde de mettre tous ses commentaires et ses questions sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou ou sur les vôtres. Voilà. Merci Anne. Merci Anne. Merci d'avoir écouté Brillante.
Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Brigitte Perry et Dominique de Blanchard sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre propre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler. Mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous avec Brillante sera le 20 mars. Et la semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast « Le bijou comme un bisou ». Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et c'est maintenant aussi possible sur Spotify. Et c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillantes.